Donc ce soir, on est avec un intervenant de chez EDF. Alors je vais vous laisser vous présenter, et puis on va présenter un petit peu le sujet qu'on parlait ce matin, tout simplement. Ok, avec plaisir. Je m'appelle Rémi, donc Rémi Vergrit, et je suis délégué régional d'EDF en Picardie. Donc, en quoi ça consiste? Simplement, je représente le groupe EDF sur cette région auprès des interlocuteurs externes que sont les collectivités, les industries, les entreprises, dans un sujet qui est un sujet majeur, c'est celui de la transition énergétique. Et pour faire très simple et synthétique, le groupe EDF, c'est pas uniquement EDF qui fournit de l'énergie, donc de l'électricité en majorité, du gaz et des services. C'est aussi une cinquantaine de filiales qui travaillent sur le développement des sujets solaires, de l'éolien, de l'hydraulique, de la méthanisation, de l'hydrogène, etc. Tous ces sujets qui nous permettent de décarboner l'économie en consommant le minimum d'énergie et en consommant de l'énergie surtout décarbonée. Voilà. D'accord. Et puis c'est vrai que vous faites partie comme de nos partenaires. Parce que évidemment, nous sans électricité, on ne peut pas streamer. Voilà. On ne peut pas streamer, on ne peut pas recharger son téléphone. Voilà, on ne peut pas faire plein de choses parce que pas de nous, musique, etc. tout consomme de l'électricité ici. C'est devenu un bien évident puisqu'on appuie sur des boutons, ça marche très bien. On a la chance en France d'avoir un réseau d'électricité qui est hyper fiable. Donc ça, c'est notre filiale qui s'appelle Enedis qui permet cet accès à l'électricité. Et donc effectivement, aujourd'hui, on l'a dans une multitude d'usages. C'est vrai, dans plein de choses. Alors après, oui, tout le monde a besoin d'EDF, exactement aussi. Hein. C'est vrai que même dans le domicile, à la maison, pour des choses vitales comme le frigidaire, par exemple, je pense que sans électricité, on est quand même embêté pour conserver nos aliments. Une multitude d'usages, l'électricité, l'eau chaude, Ouais, la oui. cuisson, voilà. Donc il n'y a pas que l'électricité, le gaz également. Mais tout le sujet, c'est justement d'éliminer les énergies fossiles, donc le gaz, le pétrole, et d'aller vers l'électricité qui, en France, est une chance majeure puisqu'elle est décarbonée à 96% parce que produite à partir d'énergies renouvelables et de nucléaire. Alors comme je dis bonjour à tout le monde, mais je ne connais pas, je découvre. Hein, je suis une personne. Oui, alors voilà, on a le chat Donc, partagé. Alors, okay. on est diffusé en même temps sur la chaîne principale de l'événement caritatif. Okay. Voilà, on est mis en avant. Et pour ceux qui regardent sur la chaîne principale, on peut faire ce qu'on appelle un chat partagé entre deux chaînes. C'est-à-dire qu'on peut cumuler les spectateurs et tout là. Les tarifs un peu moins, mais bon, j'y vais pas faire mon écrit de bon matin. Oui, attention. En fait, c'est parce que l'électricité a beaucoup de valeur. Donc après, effectivement, on peut expliquer la partie tarif, mais il faut que vous sachiez qu'en Europe, on est parmi les deux prix sur les 27 pays les moins élevés en termes d'électricité. Le souci, c'est qu'on a eu une électricité très très peu chère et abondante pendant très longtemps, donc on s'y est habitué. Effectivement, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte pour limiter sa consommation, puisque l'électricité la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc la première des choses, c'est l'efficacité et la sobriété énergétique, consommer au minimum. Et ensuite, effectivement, on peut se dire que les choses sont chères, mais une maison mal isolée, oui, une consommation d'énergie, si on n'est pas attentif, peut effectivement faire dériver les factures. Mais bon, on est quand même dans un pays qui garantit un accès fiable avec un prix qui est l'un des moins élevés d'Europe, même si je peux comprendre que parfois, on a des situations délicates. D'accord. Ouais, non, mais c'est vrai que produire l'électricité assez durablement, j'ai envie de dire, justement pour limiter l'impact carbone, c'est très important. On voit dans le domaine des particuliers, le domaine des professionnels. Moi, personnellement, à titre personnel, j'ai investi dans des panneaux solaires. Voilà. Alors, on pourrait se dire, ouais, dans les Hauts-de-France, mettre des panneaux solaires, il pleut toujours en Picardie. Mais non, mais sachez qu'on produit quand même tant qu'ils sont bien orientés. Alors moi, ma disposition fait que c'est orienté plein est avec ouest avec ma toiture. Donc en été, en fait, j'ai le soleil quasiment plus de la moitié de la journée dessus et ça produit correctement. Et donc oui, ça permet de produire une électricité un peu plus verte, j'ai envie de dire. C'est exactement ça. En fait, si vous permettez, oui, allez-y. Juste pour poser le débat. En France, je vais vous donner 2-3 chiffres pour essayer de poser vraiment cette réflexion de ce qu'est la transition énergétique. On consomme 1600 TWh d'énergie. Ça veut dire 1600 milliards de kilowattheures. Sur ces 1600 TWh, 450, c'est de l'électricité. Le reste, donc les 700, enfin les 1150 restants, donc les 2 tiers, c'est du gaz et du pétrole. Ouais. Donc notre enjeu, il est sur ces 2 tiers d'énergie fossile qu'on extrait du sol et qui émettent du CO2, parce que notre problématique majeure, c'est d'éviter les émissions de gaz à effet de serre qui impactent le réchauffement climatique. Mais je pense que ça, aujourd'hui, il n'y a plus trop de débat à part quelques irréductibles qui ne veulent pas lire les rapports du GIEC. Mais donc notre vrai sujet, il est d'éliminer cette émission de gaz à effet de serre. Donc 80% c'est du CO2 et ensuite c'est des particules fines qui s'échappent dans l'air. Et c'est ces 2 tiers-là qu'il faut éliminer. En France, notre mix énergétique, le mix énergétique, c'est quoi? C'est comment on produit l'électricité.
je l'ai dit tout à l'heure, c'est des énergies renouvelables, c'est du nucléaire pour 70%. Énergie renouvelable, la plus importante, c'est l'hydraulique. On a beaucoup de barrages hydrauliques grâce à nos chaînes montagnères, etc. et nos barrages dans les Alpes, dans les Pyrénées, dans le Rhône. Ensuite, c'est une dizaine de pourcents l'éolien et 6 à 7% d'énergie solaire dont vous parlez actuellement. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de marcher sur deux jambes. Le nucléaire, qui lui est pilotable, et les énergies renouvelables, qui elles sont intermittentes. Et vous l'évoquiez, hein, quand c'est l'été, en journée, on produit. Par contre, l'hiver ou la nuit, on produit un peu moins. Et donc, un deuxième chiffre qui est intéressant, c'est qu'on a 8760 heures dans l'année. Une centrale nucléaire tourne 6 à 7000 heures par an. Donc, on peut piloter et alimenter jour, nuit, l'ensemble des agrégats de la société. En revanche, l'éolien dans le nord, c'est 900 heures par an. Dans le sud de la France, c'est 1200 heures. Et ce qu'on appelle le facteur de charge, le solaire, c'est 900 heures par an. Et l'éolien, c'est entre 15 et 20-25% du temps. Donc, c'est à peu près 2000 heures par an, qu'il soit sur terre, donc onshore, ou en mer, offshore. Donc, on ne peut pas utiliser uniquement les énergies renouvelables, ou alors on doit investir dans des éléments de stockage très importants, très coûteux, avec des matériaux rares. Mais la combinaison nucléaire et énergie renouvelable est celle qui nous permet d'avoir une électricité fiable, plutôt bon marché, même si effectivement il y a des sujets de coûts parfois qui peuvent être un peu dérivants. Et donc tout notre enjeu aujourd'hui, c'est de bannir les 2 tiers d'énergie fossile, du gaz et du pétrole, parce qu'en France, on est le seul pays qui a une énergie décarbonée à 96%, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est vraiment ça notre enjeu majeur, c'est d'accompagner tout le monde sur nous en tant que particuliers, les entreprises, les collectivités, à transformer et à utiliser l'électricité pour décarboner. Ouais, tout à fait. Décarbonisation. Vous parliez aussi tout ce qui est isolation, moins de consommation d'énergie. Alors je en parle encore à titre personnel. Moi j'ai acheté une maison il y a bientôt, ça fait 7 ans que je suis dedans. Je suis arrivé, c'était une chaudière au fioul, voilà, avec un chauffage eau, donc centralisé. On est arrivé, on dit hop, on vire ça, on met une pompe à chaleur, qui fait RO, qui produit de l'eau chaude en même temps, parce que j'ai un ballon d'eau chaude, mais lui le ballon d'eau chaude, vu que c'était une vieille maison, il n'y a pas les heures creuses dessus, donc ça tirait tout le temps, on consommait pour rien. Et depuis maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup baissé notre consommation. Alors ça a baissé le prix aussi. Bon, après l'électricité avait remonté, mais ça, j'incrimine pas le fournisseur. Non, mais voilà. Mais on l'a vu, on s'est dit en fait finalement, même si le prix a augmenté, on se sent quand même un peu mieux parce que on a investi dans quelque chose qui consomme moins d'électricité, ou plus justement, c'est-à-dire que voilà, on arrive à mieux moduler. Puis du chauffage réglable aussi, un thermostat qu'on peut programmer en fonction de nos heures de présence, nos heures d'absence. Enfin voilà, ça c'est super, je trouve. Alors il y a des aides qui étaient mises en place par l'État, notamment aussi la prime énergie par EDF. Donc c'est bien ce qu'on soit, nous je pense en France, dans cette démarche justement de produire, oui, et de moins consommer, d'ajuster ses consommations. C'est exactement ça. En fait, l'électricité, il faut la produire, la transporter et la consommer. C'est ça les 3 étapes. On a parlé de production avec le mix énergétique, nucléaire, énergie, et là vous parlez de consommation. Dans une maison, la priorité des priorités, en tout cas les 2 plus gros postes de dépenses, c'est le chauffage et l'eau chaude, pour 70% de la consommation. Donc la première chose dans une maison, c'est qu'elle soit bien isolée. Vous pouvez avoir n'importe quelle énergie. Si vous avez une passoire thermique et que vous chauffez la rue, évidemment, ça va vous coûter énormément d'argent. Donc, bien isolé. Ensuite, la pompe à chaleur en termes d'usage, c'est un sujet intéressant parce que vous restituez aujourd'hui 4 à 5 kWh pour 1 kWh produit, versus les chauffages électriques, les grille-pains historiques qui, eux, envoyaient tourner tout le temps et coûtaient une fortune. Donc, l'eau chaude, dans les heures creuses, c'est l'idéal. La pompe à chaleur, c'est effectivement un objet d'électrification qui permet de diminuer sa conso et d'avoir quand même du confort, ce qui est quand même ça aussi l'enjeu. Et puis ensuite, c'est tous les usages annexes, les utilités, l'éclairage, l'ensemble des matériaux, PC, télé, qui ne sont pas de grands consommateurs, mais qui sont utilisés extrêmement régulièrement, donc qui finissent par également... Et puis maintenant, on a des consommateurs à faible consommation, des ampoules LED, Le remplacement des ampoules LED, ça a été un changement majeur chez les particuliers comme dans les entreprises, parce qu'effectivement, là, on est passé de... Alors, vous voyez sur les ampoules, on était sur des 60 watts, des 80 watts, et les LED, on est inférieur à 15 watts aujourd'hui. Donc, en fait, le sujet de division par 6 en termes de consommation d'énergie, grâce à ces sauts technologiques, est important. Et puis après, il y a plein de petits gestes quotidiens. Il faut savoir qu'1 degré de chauffage en plus ou en moins, c'est 7% de la facture en plus ou en moins. Donc, vous voyez, parfois, mettre un pull et se dire je mets 19 au lieu de 20, j'économise 7%. Quand on fait chauffer une casserole, on met un couvercle. Parce que si vous ne mettez pas de couvercle, vous allez mettre 2 fois plus de temps à chauffer vos aliments. Quand on est chez soi et qu'on oriente dans son habitation, son bureau pour travailler, etc., mettez-vous à côté d'une fenêtre pour éviter d'allumer la lumière.
Après, c'est une multitude de petits gestes qui viennent combiner aussi les effets. économies. Un effet boule de neige qui permet justement d'optimiser sa consommation. Ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves. Exactement, oui, c'est vrai. Pour revenir sur l'énergie hydraulique, c'est pas mal. Voilà. L'énergie hydraulique, elle est... bon, on en a un peu moins, nous, dans le nord de la France, puisqu'on a peu de relief et donc peu de barrages. Mais en tout cas, elle est la première énergie renouvelable aujourd'hui dans le mix énergétique français. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est une vraie énergie intéressante. Et puis ensuite, eh bien, il y a tout ce qu'on peut éviter en termes de consommation. Être attentif, mais je pense que depuis une dizaine d'années, la conscience en fait, du coût de l'énergie, des économies nécessaires, parce que derrière, il faut... quand on parle de production, il faut que EDF et les grands acteurs énergétiques investissent sur des moyens de production. Donc l'idée, c'est d'accompagner aussi l'ensemble des utilisateurs finaux à consommer le moins possible pour éviter d'avoir des enjeux d'investissement un peu trop conséquents. Oui. Là, il y a Philippe qui dit que le fait d'avoir la classification énergétique aide aussi à mieux choisir ce qu'on achète. Exactement. Donc les lettres A, B, C, D, les A+, et tout ça. Exactement. Vous permet de voir effectivement, vous achetez demain une machine à laver, un lave-vaisselle. Vous l'achetez, je sais pas, 300, 250 ou 300 euros, mais en classification D, versus un appareil que vous allez acheter 350 ou 400 en qualification A. Au bout de 2 ans, vous avez largement amorti le surcoût. Oui, voilà. Et donc, dans le durée, vous êtes gagnant. Il y a toujours un enseignant qui m'a dit un bon achat n'est jamais cher. C'est-à-dire qu'on va mettre le prix au début parfois, mais on va le gagner dans le temps justement par la qualité et la classification énergétique. Voilà. Exactement ça. En fait, c'est ce qu'on appelle le coût total de possession. C'est le cycle de vie d'un produit, c'est l'investissement et son coût d'exploitation. Donc il faut cumuler ces objets-là. Donc combien je le paye, mais ensuite combien il me coûte à l'usage. Et c'est exactement ça. Et on parle donc de production verte en électricité. Alors le problème de l'électricité, c'est quand même parfois le savoir le stocker, parce que vraiment quand on produit, il faut consommer tout de suite. Parce que entre guillemets, le seul moyen qu'on a de stocker, c'est des batteries, mais on va pas construire des grosses batteries n'importe où pour stocker l'électricité. Il faut savoir ajuster, je pense, production, consommation. Il faut essayer d'être... Oui, en fait, c'est ce qu'on appelle la flexibilité. L'électricité, à la différence du gaz ou du pétrole, c'est que c'est beaucoup plus difficilement stockable en volume. C'est bien pour ça que le système énergétique français, c'est je produis, je transporte avec Enedis, le réseau de transport RTE, et ensuite Enedis qui veut dire énergie distribution. Je transporte l'électricité jusqu'au consommateur final. Et je dois produire, transporter, distribuer dans le même temps. Le stockage, le premier stockage, ce n'est pas les batteries, c'est les barrages. Les barrages. Donc l'eau, c'est ce qu'on appelle les barrages, les retenues d'eau. Ça permet de stocker l'électricité dans une forme qui est celle de l'eau. Et ensuite, par turbine, on va produire l'électricité. Voilà. Ensuite, il existe aussi ce qu'on appelle des stations, des STEP, des stations de transfert d'énergie par pompage, où en période d'heure creuse où l'électricité est pas chère, on monte. Vous connaissez, c'est un peu en mode château d'eau. On monte l'eau en hauteur, et quand l'électricité est beaucoup plus chère, on la refait descendre en turbine, comme le mode barrage, pour reproduire l'électricité. Et ensuite, il y a effectivement les batteries. Donc les batteries, très bien, mais elles ont des limites. On voit aujourd'hui les véhicules, on est passé de 150 la Zoé kilomètres d'autonomie à 300 les Mégane, etc. pour parler d'une marque française. Et puis aujourd'hui, on arrive à des autonomies un peu plus importantes, 500-600 km d'autonomie. Cela dit, on ne peut pas aller au-delà d'un certain point. Aujourd'hui, les réflexions se portent sur l'hydrogène, sur des grands usages et des besoins de consommation extrêmement importants. Mais l'hydrogène, maintenant, son problème, c'est l'équilibre prix. On parlait du prix, il y a un coût acceptable ou pas, et donc toute la filière de fabrication et d'utilisation doit aujourd'hui continuer sa recherche et son développement pour pouvoir accéder à cette électricité. Donc oui, le stockage est un vrai sujet. Parce qu'historiquement, on avait des centrales nucléaires ou au gaz ou au charbon qui produisaient, on transportait l'électron dans un seul sens jusqu'au consommateur final. Aujourd'hui, vous avez des panneaux solaires chez vous, il y a des éoliennes qui poussent dans les campagnes, dans la région. Donc aujourd'hui, tout le monde peut être producteur. Donc le grand sujet important de la flexibilité, c'est celui des réseaux. C'est ce qu'on appelle les réseaux électriques intelligents ou les smart grids. C'est de dire qu'aujourd'hui, Enedis doit digérer RTE des injections d'électricité de partout et les redéployer sur l'ensemble du territoire. Avant, on avait un vecteur unique, ça n'allait que dans un sens. Maintenant, il faut digérer tous les producteurs et puis redispatcher dans les deux sens l'électricité. Donc c'est un vrai enjeu. Il y a la production, on en a parlé, le mix. La consommation finale, comment on peut être efficace, ne pas consommer ou consommer de manière très efficace et en électricité. Et puis au milieu de tout ça, il y a les réseaux qui sont un enjeu majeur de flexibilité avec de la réorientation des productions, avec des éléments de stockage, un peu de batterie, de l'eau, etc.
pour permettre d'équilibrer le système et qu'on n'ait pas de blackout, comme on a pu le connaître en Espagne il y a 1 an et demi. Oui, il y a 1 an et demi, Parce ouais, qu'à un un gros moment donné, blackout. il faut équilibrer ces systèmes et c'est un sujet extrêmement complexe. Ouais, c'est vrai que la consommation d'énergie, mais on peut le valoriser, hein. Alors, vous savez, sur la chaîne, ils le savent, moi je suis dans le milieu agricole, vous parliez d'autonomie. Nous, par exemple, dans mon lycée, on a fait un appel à projet pour avoir du matériel. On a un chariot télescopique électrique Merlot, qui est une marque française aussi. Donc, c'est un petit gabarit. Il peut lever un peu plus de 300 kg. Enfin, voilà, il est vraiment compact. Et on s'est dit, bah, sur l'électrique, parce que justement, c'est énergie renouvelable, on avait proposé plusieurs types de matériel, notamment des tracteurs qui fonctionnent au méthane, parce qu'en agriculture, on part aussi sur le méthane. Bon, sur le poids lourd aussi, mais sauf qu'on s'est dit, c'est bien beau le méthane, mais on n'a pas de méthaniseur à côté pour pouvoir recharger le tracteur. Ou sinon, il fallait prendre tout un système de recharge transportable, entre guillemets, par poids lourd, mais il faut un endroit le stocker, il y a plein de normes aussi. Et du coup, on est parti sur un petit gabarit électrique avec 4 heures d'autonomie. Et bon, ils sont encore batterie au plomb avec un niveau d'acide. On est sur du 48 volts et on a un chargeur qui permet justement de faire ça. Et sur l'électricité, donc on a eu toute une formation parce que il faut avoir une habilitation aussi. Hein. C'est l'électricité, attention, il faut pas y jouer n'importe comment avec. Il faut pas jouer avec. Il faut bien savoir l'utiliser. Et non, c'est ultra important et notamment pour valoriser cette consommation et notamment perdurer le matériel et même sur vos smartphones. Généralement, on parle de 80-20, c'est-à-dire qu'on ne charge pas son matériel au-delà de 80% d'électricité et on ne le descend pas en dessous de 20% pour préserver la batterie de quelque matériel que ce soit, un téléphone, enfin une tablette, et justement ça permet de faire des surconsommations d'électricité. Je pense que je ne me trompe pas. Oui, alors aujourd'hui les batteries sur les véhicules, on peut charger jusqu'à 100% parce qu'elles sont prévues et en fait il y a un ralentissement de la charge après 80% pour éviter d'abîmer les composants. Et effectivement, l'optimal c'est entre 20 et 80, vous avez raison. Aujourd'hui les techniques permettent quand même d'aller un peu plus loin. Après je pense que ça dépend le type de batterie aussi. Moi je vous parle d'une vieille batterie au plomb. Sur les vieilles batteries, oui, c'est clair qu'il faut éviter parce que là on lui fait mal effectivement. Les charges et décharges dans le cycle de vie finissent par être un petit peu douloureux. Mais vous parliez de méthanisation tout à l'heure, vous dans le domaine agricole. Oui. Dans le domaine agricole, il y a un sujet qui est celui de l'agrivoltaïsme. Oui. Comment on peut, puisque le domaine agricole est très consommateur d'énergie, il est très émissif de carbone dans les productions, hein, l'élevage, oui, vous le savez, mais il est aussi très captif de carbone. Oui. Justement par la végétation et qui capte dans la photosynthèse également ces particules. Tous les couverts végétaux qu'on peut mettre entre deux cultures par exemple, on moissonne notre blé, on sait quoi pas mettre, après on va mettre des betteraves sucrières, donc on moissonne le blé au mois de juillet, on va planter des betteraves au mois de mars-avril, pour justement ne pas laisser le sol tel quel, donc notamment pour l'érosion et tout ça, et pour capter le carbone, on va mettre des couverts végétaux, c'est-à-dire qu'on va mettre certaines essences de plantes qui vont créer de la biomasse. Et comme l'a dit monsieur, avec la photosynthèse des plantes, puisqu'elles ont beaucoup de biomasse, on va pouvoir capter le carbone. Et ça rentre aussi dans l'agriculture, justement, l'impact carbone et décarboniser l'exploitation, tout simplement. Ça fait partie, effectivement, le monde agricole. En plus, c'est le salon en ce moment. Hein, donc, oui, c'est le CIA en ce moment. A un rôle fondamental dans les équilibres des écosystèmes, dont celui-ci, sur le fait de capter le carbone. Les océans ont un enjeu majeur. Et l'ensemble des terres agricoles du territoire ont un enjeu aussi majeur. Et les déchets peuvent permettre de la méthanisation. L'utilisation des méthaniseurs aujourd'hui, c'est de rendre le gaz un peu plus bio. Aujourd'hui, on a du gaz naturel qui est extrait de nos sols. Enfin, pas en France, hein, il n'y a plus de gaz de lac depuis longtemps, mais en fait, le gaz vient d'Algérie, de Norvège, des États-Unis, maintenant gaz de schiste, etc. Mais effectivement, l'objectif de la méthanisation, c'est d'essayer de créer du biogaz avec les déchets végétaux, voire industriels, puisqu'on a aussi des déchets qui permettent de méthaniser. Bon, ça ne suffira jamais pour rendre le service d'alimentation en énergie de l'ensemble des besoins du pays, mais en tout cas, c'est une part qui permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre du gaz naturel classique. D'accord. Là, on a une question, pourquoi ne faut-il pas attendre les 100% avant de décharger ? Là, comme on l'a dit, je crois que c'était en fonction des batteries, enfin... Oui, on peut atteindre les 100%. Aujourd'hui, les batteries ont beaucoup évolué, donc on peut atteindre les 100% sans aucun problème avant de décharger. Pas de souci. Vous parliez de valorisation des déchets verts, enfin tout ce qui est déchets végétaux, c'est ce qu'on fait un peu en méthanisation, nous, avec la filière agricole, ça se développe. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la méthanisation, alors le méthane, ça peut être un gaz naturel avec une certaine fermentation. Donc pour valoriser un petit peu tous ces déchets-là,
Et bah, par exemple, en agriculture, on va utiliser. Il faut voir qu'un méthaniseur, c'est comme un estomac. Voilà, il va y avoir une fermentation intérieure. On va mettre des déchets qu'on va diluer au millième ou un millionième. Enfin voilà, on va mettre du déchet liquide, du déchet solide, mais surtout du déchet naturel qui se dégrade. Donc généralement en exploitation, ce qu'on va prendre, ça peut être les effluents d'élevage, fumier, lisier. On peut aussi prendre tout ce qui est résidus de culture. On peut aussi prendre tout ce qui est déchets alimentaires. Et on va tout broyer, on va tout mettre ensemble. Ça va se fermenter. On va mettre une certaine température pour que la magie opère. Et grâce à ça, le gaz, on va le récupérer. On va alimenter des moteurs thermiques. Parce que oui, un moteur thermique, ça a besoin de carburant, de comburant. Le comburant, c'est l'oxygène. Et le carburant, ça peut être du gaz, ça peut être du carburant fossile comme de l'essence ou du gasoil. Et en fait, ce gaz, le méthane est très inflammable. Enfin, quand il est fait en sorte pour entrer dans les génératrices. Et donc, cette génératrice, ce moteur va tourner et on va lui mettre une génératrice à la sortie du moteur qui va produire l'électricité qu'on va réinjecter dans le réseau de consommation. Je sais que dans le nord de la France, ça se développe aussi. Il y en a un, pour ceux qui sont de la région, à Albert, entre Bapaume et Amiens, pour ceux qui connaissent. Il y a un gros méthaniseur qui a été construit justement pour valoriser tout ça. Et ce qui est bien avec le méthaniseur, donc on produit l'électricité. Il faut savoir qu'un moteur thermique, quand il chauffe, enfin quand il tourne, il chauffe, il produit de la chaleur. Et donc on va ce qu'on appelle avoir de la cogénération. C'est-à-dire que de ce fait-là, avec cette cogénération, on va aussi produire de la chaleur. Et il y a certains villages ou certains méthaniseurs, pardon, je vais y arriver, excusez-moi. Et ils alimentent aussi le village en chauffage ou même en gaz directement avec le méthane, qui est une autre source d'énergie. Voilà. Exactement. Il y a différentes sources d'énergie et toujours dans cette logique, la méthanisation, c'est d'utiliser des végétaux déjà existants par la fermentation. Et ça décarbone puisque c'est beaucoup moins émissif. Oui. On revalorise en fait nos déchets. Alors, ça peut être en déchets alimentaires, on peut prendre des déchets de cantine industrielle par exemple. C'est pour ça que maintenant, vous, si vous nous regardez ou si vous regardez en replay, si vous êtes étudiant ou élève, c'est pour ça qu'à la cantine, on vous demande de bien trier vos assiettes. C'est-à-dire que parfois, on trie les serviettes, on trie ce qui nous reste en nourriture. Et généralement, ce qui part en nourriture, ça peut partir en méthaniseur par la suite. Voilà. Et justement, pour toujours avoir une électricité un peu plus verte et réduire cet impact. Et après, en agricole, c'est pareil, on a des classifications maintenant, tout ce qu'on appelle des haute valorisation énergétique. Donc on met des panneaux solaires, on essaye de réduire les intrants pour préserver le sol, mais et aussi décarboniser, oui je dis pas de bêtises. Décarboner, oui, j'en perds mon latin. Pour pouvoir justement faire une agriculture un peu plus durable. Alors parfois ça peut être un peu abstrait de ce qu'on peut parler là, c'est pour ça qu'on parle un petit peu ça ce matin pour dire que ça soit plus large au sens du terme pour que tout le monde puisse comprendre en quoi ça consiste. Après... Moi j'ai une question pour vous. Oui. Vos élèves, comment vous les ressentez? Quels sont vos échanges avec eux sur cette transition énergétique? Est-ce qu'il y a conscience effectivement partagée et des actions réelles sur ce sujet, une sensibilité particulière? Et est-ce qu'ils ont bien compris qu'on avait en France la chance d'avoir une électricité décarbonée grâce au mix, ce qui n'est pas du tout le cas en Pologne. En Pologne, c'est en termes de gaz, comme en Italie, ils utilisent du gaz, du charbon pour produire de l'électricité. En France, on a vraiment une énergie décarbonée extrêmement importante et donc l'électrification est un sujet majeur. Comment ressentent-ils les choses? Est-ce qu'ils évoquent ça? Nous, dans notre lycée agricole, à l'Institut Saint-Éloi à Bapaume, comment ça se passe? Déjà, on parle d'agroécologie. D'accord, on sensibilise les élèves à l'agroécologie parce que c'est demandé, c'est une façon de les sensibiliser. Alors, attention, on ne prêche pas la bonne parole, hein. On aborde les notions, après chacun a son avis. Et moi, dans mon panel d'élèves, donc en bac pro CGE, qui est sur la conduite et gestion de l'entreprise agricole, donc en fait je forme des futurs agriculteurs justement. On a un peu de tout évidemment, on a des réfractaires qui sont un peu bornés, qui disent ouais, de toute façon ça sert à rien, c'est des normes qui nous servent à rien, voilà. Alors que finalement ça peut quand même servir. Il y en a qui sont à fond dedans, qui ne voient que par ça. Il y en a qui sont un peu mitigés parce qu'ils ont un peu peur, justement. Je pense que parfois, ils ne sont pas assez informés ou ils ne vont pas aller chercher l'info. Donc nous, en tant qu'enseignants, c'est ce qu'on essaye de leur donner. Alors moi, après, l'agroécologie en tant que telle, c'est pas trop mon domaine parce que l'agronomie, c'est pas mon domaine. Je suis vraiment plus sur le côté machine. C'est pour ça que j'essaie de l'amener quand même au côté machine. Mais après, pour parler un petit peu de ça, donc... et notamment parler d'agriculture durable et tout ça, et que j'aime bien les jeux vidéo... J'ai trouvé un jeu vidéo français, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure en off, qui s'appelle Roots of Tomorrow, qui est
Notamment, là, ils font un tournoi au SIA sur le jeu, voilà, qui est développé par Gamabilis, qui est une startup française qui font des serious games et des choix à impact, en fait, pour faire la traduction un petit peu. Hein. Et donc, le speech, c'est qu'on reprend une exploitation dans une région de la France. Donc, on a plusieurs régions. On a la Normandie, la Bretagne, le Grand Est, la région Sud, la région Auvergne. Et à chaque région, on a son scénario. En Bretagne, on va prendre tout ce qui est porcin. En Normandie, on va prendre un élevage bovin laitier. En région du Sud, on va prendre un élevage de moutons. Voilà. Avec chacune des configurations. Et dedans, on a des choix à faire. Parce qu'on a des choix stratégiques à faire pour tout simplement avoir une agriculture durable sur 10 ans. Et sur ces choix stratégiques, on parle d'électricité, notamment on peut améliorer nos bâtiments pour mettre des panneaux photovoltaïques. On peut essayer d'avoir une source de géothermie, parce que y a un scénario où on peut avoir une source de géothermie pour la maison. On rénove notre corps de ferme pour qu'il soit moins gourmand en énergétique. Et on a un critère d'évaluation qui est sur l'environnement, qui est justement sur les pertes d'énergie vers l'environnement. Et c'est-à-dire que sur ce paragraphe-là, on a une note sur 5. Il faut évidemment essayer d'avoir 5 sur 5 pour limiter tout ça. Et c'est pareil, on peut faire du commerce local justement, parce que l'électricité, ça parle, enfin tout ce qui est carbone, ça parle de ça aussi. Hein. Si je vais vendre à 300 km, je pollue plus, donc je produis plus de carbone que si je vends à l'épicier qui est à 20 km, hein, tout simplement. Et ça, donc, moi, à travers le jeu, pour que ça soit ludique justement, parce que parfois on dit... oui, mais c'est bien beau les cours de prof, hein, mais vous êtes prof, vous n'êtes pas notre place. Pas de souci. Regardez, je vous mets sur le jeu, c'est votre domaine. Ça s'appelle comment ce jeu ? Roots of Tomorrow. C'est graines de demain, voilà. Je vais le streamer d'ailleurs cet après-midi, moi, sur le live. Okay. Je suis en partenariat avec eux. En fait, ça, pour la petite histoire, hein, voilà, j'ai été chargé de la semaine d'insertion professionnelle de mes terminales pro. Et justement, cette semaine-là, ils n'ont pas cours classique, il y a plein d'interventions. C'est-à-dire que quand je suis jeune agriculteur, j'ai le droit à quoi, quelles sont les démarches à faire et tout ça. Et de ce fait-là, j'ai fait intervenir justement le Crédit Agricole aussi qui avait financé une partie du jeu, les régions qui ont financé une partie du jeu. Bon, il n'y a pas les Hauts-de-France, malheureusement, on n'a pas les Hauts-de-France dans le jeu, ils n'ont pas voulu apparaître. Peut-être un jour, on espère, on croise les doigts. Et justement, c'était pour que ça soit un peu plus de façon ludique et que les élèves soient acteurs. Et là, ils se sont rendus compte de certaines choses. Ah ouais, mais finalement, c'est ça aussi être agriculteur, c'est ça aussi prendre des décisions, parce qu'ils sont aux 3/4 filles ou fils agriculteurs, mais ils ne sont pas encore décisionnaires. Hein. C'est-à-dire que c'est toujours leurs parents ou leur oncle qui prend les décisions parce qu'ils ne sont pas encore le statut de gérant sur l'exploitation. Et ça leur donne certaines idées, notamment, il y en a qui on va peut-être construire un méthaniseur, on va peut-être faire ça pour consommer moins d'énergie. Moi j'ai un élevage laitier, on va passer en robot de traite. Comme ça, les vaches, ils vont à certains horaires, c'est un peu mieux, mais ça évite que je monopolise la salle de traite qui va consommer beaucoup plus à ce moment-là. Donc voilà, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Ça c'est le lien ? Oui, c'est le lien, ouais. Donc je pourrais y jouer. Alors oui, vous pourrez y jouer parce qu'il est disponible sur téléphone, sur tablette, sur ordinateur, donc il faut passer par Steam. C'est une plateforme de jeux, une grande bibliothèque de jeux Steam, hein. On peut acheter des jeux, il y a des jeux gratuits. Et c'est un jeu gratuit, voilà. Moi c'est pour ça que je fais jouer mes élèves dessus. Alors on a la version grand public, en fait c'est un jeu, il n'y a pas de grosses actions à faire. On joue surtout à la souris, on clique à certains endroits pour faire des choix, assigner des tâches à notre personnage et à nos salariés, parce qu'on a aussi tout le côté social. Et nous, en tant que prof, on a une version éducation. C'est-à-dire qu'on peut paramétrer les parties pour axer la partie sur soit un point économique, un point environnemental, un point social. Et on peut réduire le nombre de tours. Voilà. Bon, je regardais ça avec attention, avec plaisir. Y a pas de souci. Ça, c'est un sujet, vous évoquez, vous, sur le domaine agricole, donc les vocations. Alors, à 3/4, c'est l'affiliation qui permet d'accéder à cette activité. Mais en tout cas, nous, on a un vrai sujet aussi. Le monde agricole est un sujet extrêmement important et il faut continuer à pérenniser l'ensemble de nos exploitations et notre autonomie alimentaire, même si malheureusement on la perd et les éléments d'actu sont assez peu rassurants, mais espérons que les choses évoluent et avancent. Nous, c'est sur l'industrie qu'on a un sujet, un vrai sujet. Là, je vous ai évoqué produire, la production d'énergie, le transport d'énergie et ensuite l'efficacité énergétique à l'aval. C'est un vrai sujet. J'ai pas de chiffres à donner parce que mais c'est des milliers de recrutements dans l'industrie nécessaires pour travailler dans les domaines du nucléaire, des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et des réseaux de transport d'énergie. Et c'est pour ça que ce genre de jeu, on en a aussi, nous, du point de vue électricité, qu'on développe avec les écoles, avec le rectorat.
Et on a aussi un besoin énorme de féminisation des métiers de l'industrie. Oui. Parce que c'est historiquement ancré comme étant des métiers masculins. Oui, alors que non, pas absolument du tout. pas. Dans les usines et l'industrie, il faut qu'on redonne cette image. On n'est plus dans l'époque de Germinal. Dans les Non, mais je industries. suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, vous connaissez les fonctionnements. Et donc, voilà, en tout cas, nous, on veut évoquer que c'est des métiers passionnants, qu'on est un maillon de la chaîne de la transition énergétique. Donc, ça a du sens. Et qu'on recherche des bacs pro, des ingénieurs, des chefs de projet sur l'ensemble des métiers de la production, du transport et de la distribution de l'énergie. Et c'est un vrai message aussi. Ouais, non, vous parlez de la féminisation un petit peu du métier. Moi, c'est pareil. Alors, parfois, j'ai beaucoup de filles dans mes promos, parfois pas du tout. Et parfois du milieu agricole, parfois pas. Et je leur dis, mais vous inquiétez pas, il faut rater cette stigmatisation du métier. Alors oui, c'est un métier agriculteur, c'est manuel, c'est par tous les temps, c'est un métier avec pas mal de contraintes. Mais je dis, vous avez du potentiel et vous en sortez mieux. Moi, je me souviens toujours le parcours d'une élève qui est partie d'un CAP en agricole. Elle est en école d'ingénieur maintenant. Voilà. Et elle continue là-dedans, notamment aussi tout ce qui est nouvelles ressources. Et non, ça c'est super important. Il faut que vous compreniez que les métiers, c'est pour tout le monde. Que ce soit homme, garçon, il faut arrêter de stigmatiser les genres. Et c'est parce qu'on est une fille ou un garçon qu'on est plus nul d'un côté ou de l'autre, tout simplement. Voilà. Et, les capacités, on les a, il faut s'en donner les moyens, tout simplement. Et puis on n'est pas seul quand on avance. Voilà. Il y a des outils, il y a des ressources, il y a des partenariats, il y a une multitude de leviers qui permettent de réaliser à bien sa mission dès lors qu'on est passionné ou investi et qu'on travaille. Avec ces valeurs-là, on peut faire de belles choses. Donc effectivement, le monde agricole a besoin d'hommes, de femmes, l'industrie a besoin de femmes, d'hommes, jeunes, moins jeunes, et c'est toute cette combinaison qui sera gagnante dans la durée de nos secteurs. Et oui, ben là, que ce soit puis même partout. Après, en agricole, c'est vrai que la moyenne d'âge des agriculteurs monte. Ça fait un peu peur. Après, je pense que de toute façon, le manque d'employés, de main-d'œuvre, alors j'aime pas trop le terme main-d'œuvre, mais c'est un peu le terme technique, il est un peu ressenti partout. Et c'est vrai que si on veut progresser, notamment sur de l'énergie verte et nos consommations, il faut qu'on ait du monde aussi là-dedans. C'est des métiers d'avenir. Parce que on a toujours des procédures qui vont être notamment au niveau de l'Union européenne avec tout ça. Ils essayent de mettre des nouvelles choses. Mais il faut du monde derrière. C'est bien beau d'avoir des idées, mais il faut pouvoir fonctionner et avoir du monde qui mette en place ces idées, tout simplement. Tout ne se fera pas avec l'IA. L'humain encore son rôle à jouer. Alors, l'IA, c'est du bon et du moins bon. On est dedans. Après, il faut savoir l'utiliser, l'IA. Et c'est vrai que c'est une ressource qui consomme beaucoup d'électricité. Alors ça, c'est un sujet, on n'en a pas parlé, mais effectivement, les data centers aujourd'hui, en tout cas les data centers, les supercalculateurs, tous ces objets de conservation de la donnée et de diffusion, en tout cas de distribution de la donnée, sont un sujet prégnant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les investissements sur des milliards d'euros, qui ont démarré aux États-Unis, en Asie, etc., et qui arrivent désormais en France, vont nécessiter une capacité d'électricité extrêmement conséquente. On en a, nous on est en France, on est aujourd'hui, je mets de côté la crise de 2021, du choc énergétique qu'on a vécu, avec une réaction post-Covid qui a été extrêmement, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais en tout cas, ce qui s'est passé en 2021 en deux mots, 2020-2021, le Covid a arrêté l'ensemble des activités et des économies du monde. Oui, tout le monde était confiné, tout le monde était chez soi. Confiné, donc on a arrêté, plus de production, plus d'industrie, plus rien. Tout d'un coup, redémarrage de l'activité économique, donc 2022, fin 2021, avec la Chine et l'Asie qui relancent son appareil industriel, l'Europe qui relance son appareil industriel, les États-Unis qui relancent également leur appareil industriel, et on se retrouve dans une logique où on est en tension sur le gaz, donc une très forte demande de gaz. Souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure avec le pétrole, 2/3 des énergies. C'est encore ces énergies. C'est encore les énergies fossiles. Et puis il y a un petit sujet de géopolitique qui s'est amené aussi sur le tapis, c'est la guerre en Ukraine. Voilà. Avec tout d'un coup, en février 2022, une utilisation du gaz comme une arme de guerre par Poutine qui a décidé de fermer le robinet. Donc une demande qui explose, en revanche une fourniture de gaz qui n'est pas là. Et on a vécu donc une volatilité et une envolée des prix du gaz extrêmement importante. En plus, on avait une ventologie qui avait diminué, on avait nos réserves qui avaient fortement diminué également. Donc on s'est retrouvé dans un choc extrêmement important. Et donc là aujourd'hui, on se rend compte, nous, en ayant lancé notre appareil productif d'électricité en France, on est exportateur d'électricité. C'est-à-dire que sur les 450 TWh dont je vous parlais tout à l'heure d'électricité, on exporte beaucoup. On en exporte depuis 2 ans 80 TWh
à l'étranger, donc en Allemagne, dans nos pays annexes, on va dire. Nos pays annexes, exactement. Et donc ces 80 TWh, ça serait pas mal qu'on les utilise nous, et nos data centers en auront bien besoin demain. Donc, en gros, oui. Parce que le data center, la consommation, je pense que c'est pas le fait de leur fonctionnement, c'est tout ce qui est pour mon avis les maintenir à température. C'est le traitement d'air, c'est tout ce qu'il y a à côté. C'est exactement ça. Parce qu'un circuit imprimé, c'est pas ce qui va consommer le plus, enfin je vulgarise peut-être un peu la chose, hein, mais c'est juste que s'il y a beaucoup de données qui passent à l'intérieur, le matériel va chauffer, le composant va chauffer, donc il faut le maintenir à une certaine température. C'est une température, c'est l'hygrométrie, voilà. Pour ne pas altérer l'ensemble des cellules, effectivement, il faut une précision hors pair sur ce qu'on appelle le traitement de l'air, notamment de ces volumes qui vont intégrer l'ensemble de ces data centers. Voilà. Et effectivement, le sujet aujourd'hui, c'est un sujet d'indépendance énergétique, de souveraineté, de compétitivité, parce qu'effectivement, on a un prix extrêmement compétitif. Merci pour le follow. L'alerte qui surgit comme ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui suit ma chaîne. Voilà, j'ai pas un abonné. C'est pas un abonné parce qu'un abonné généralement il lâche un abonnement comme un Prime ou ça. Enfin, vous savez un petit peu les abonnements qu'on peut avoir pour pas avoir de pub. Alors moi après je mets pas de pub sur mon live. Enfin Twitch m'oblige à mettre une pub au démarrage de mon live. Mais là j'ai quelqu'un qui va terminer vers 18h. Non, boîte, je crois pas qu'on termine vers 18h. Mais donc, c'est ce qu'on appelle un follower, voilà. C'est-à-dire que au total sur ma chaîne, j'ai 183 personnes qui suivent ce que je fais. D'accord. Et là, en plus, vu qu'on est en direct sur la chaîne principale de l'événement, moi, je pense qu'il l'a vu sur la chaîne principale et il est venu ici. Voilà, ça veut dire qu'on l'intéresse. Voilà. Bienvenue. donc, on parlait effectivement de solde aussi. En fait, en France, on importe à peu près 80 à 90 milliards de gaz et de pétrole. D'accord. Et donc, le fait de produire de l'électricité et de remplacer par l'électricité qu'on produit nous-mêmes et de ne plus importer, pour notre balance commerciale et du point de vue économique, c'est aussi un vrai sujet de souveraineté et de balance commerciale favorable. C'est le dernier élément sur lequel on pouvait... Oui, c'est sûr. Mais oui, voilà, il faut vraiment voir tout ça. C'est vrai que je repense un petit peu à tout ce qu'on a parlé, parce qu'on a parlé pas mal de choses. Et après l'électricité, c'est sûr que il faudrait l'exporter, c'est bien. Bon, ça après, je pense pas que ça dépende forcément d'EDF ou quoi que ce soit. Hein. C'est les lois du marché, on va dire. Le prix de l'électricité ? Ah oui, bien sûr. En fait, le prix de l'électricité, c'est un prix européen. C'est ce qu'on appelle les prix futurs sur lesquels on projette à horizon 26, 27, 28, 29, 30 ce que le marché imagine comme étant les prix. Oui. Et le prix de l'électricité, ce qui est pas tout à fait cohérent pour nous Français qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, produisons en propre, sont indexés sur les prix du gaz. C'est un peu complexe parce qu'en fait c'est le dernier moyen de production appelé qui est le gaz. On commence par consommer les énergies intermittentes dans l'électricité, donc l'éolien, le solaire. Ensuite, on consomme l'énergie nucléaire, qui sont pilotables. Oui. Et ensuite, quand on a, en période hivernale, de froid, où les industries en journée fonctionnent, où vous rentrez chez vous à 18-19h, vous commencez à remettre le chauffage dans la cuisine, on a des besoins et des pics de consommation extrêmement importants. Et là, on a des centrales gaz, donc thermiques, qui viennent gérer la pointe. Donc, on investit sur des centrales gaz toute une année pour parfois les faire fonctionner 15 jours dans l'année. Mais elles viennent gérer la pointe. Et le prix de l'électricité, puisqu'on est dans un système européen ouvert, interconnecté, le prix de l'électricité, lui, est indexé sur le prix du gaz. Ce qui est un peu incohérent pour nous Français, mais c'est un petit lobbying allemand historique qui a engendré j'ai vu une fois, parce que je m'intéressais un petit peu à ça, le schéma un petit peu, avant on avait un fournisseur qui était... Enfin voilà, il y avait moins de fournisseurs, et puis donc le schéma était, on va dire, fournisseur, hop, consommateur. Puis au fil des années, les flèches ont commencé à passer un peu n'importe où. Et on se dit, en fait, vu qu'il y a beaucoup d'intermédiaires, où il y a beaucoup d'autres contrats, c'est pour ça que ça augmente un peu les prix. En fait, le marché de l'électricité a été révolutionné en 97, puisqu'avant, on était en monopole, on était intégré. Donc, il y avait, pour les plus anciens ou vos parents, EDF, GDF Service. Donc, on vendait de l'électricité et du gaz, mais on n'avait pas de clients, on n'avait que des abonnés, puisque 100% des clients étaient alimentés par l'électricité du pays. Et donc, il y avait un seul fournisseur. Et puis, traité de Rome 57, ça a mis une quarantaine d'années, les directives européennes ont imposé l'ouverture du marché de l'énergie. Donc en 99, c'est ce que vous disiez à l'instant, en 99, on a commencé à ouvrir le marché aux très grands consommateurs,
puis en 2004 aux artisans, commerçants, professionnels, puis en 2007 aux particuliers. Donc depuis 20 ans, 19 ans, le marché de l'énergie est en domaine concurrentiel. Donc il y a une multitude de fournisseurs et EDF, qui était le fournisseur unique en monopole et qui était une entreprise publique auparavant, à caractère industriel et commercial, est entré dans un monde concurrentiel. Donc depuis 20 ans, on est dans cette logique de marché, alors qu'historiquement, on était dans une logique de monopole. D'accord. Ouais, ça se comprend un petit peu mieux. Voilà. Ok. Non, mais c'est vrai que... Non, mais maintenant, on ne sait plus, parce que je pense que, je viens de dire, moi, simple citoyen lambda, parfois, on n'est pas au courant de tout ça. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas forcément chercher l'information, mais je pense que c'est intéressant, justement, d'avoir des discussions comme ça pour comprendre un peu mieux le fonctionnement. Et au lieu de râler, mieux comprendre le fonctionnement et essayer d'agir pour que ça aille mieux, tout simplement. Voilà. Bien sûr. Il y a des enjeux colossaux en ce moment, et la semaine dernière, le gouvernement a proposé ce qu'on appelle la PPE, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc, quel est pour le pays le sens stratégique de ces investissements? On a reparlé effectivement de développement des énergies nucléaires. En France, on a 56 réacteurs nucléaires aujourd'hui. Et on va construire ce qu'on appelle des EPR2, donc à Gravelines, pas très loin d'ici à Amiens, à Panly en Normandie et à Bugey à Lyon. On va reconstruire donc 3 paires d'EPR2, donc du nucléaire avec une capacité supérieure de production et une consommation inférieure de combustible uranium. Et ensuite, dans la PPE, il y a d'autres projets de construction de PR2 parce qu'il faut accompagner ce qu'on expliquait tout à l'heure, le développement et l'augmentation de la consommation électrique en France, qui est un sujet de décarbonation. Ensuite, il y a aussi l'accompagnement dans cette programmation pluriannuelle de l'énergie, du développement des énergies solaires, éoliennes, tout en essayant de maîtriser l'ensemble des filières parce que effectivement, c'est des enjeux et des investissements extrêmement colossaux sur les années et les décennies qui viennent. Donc ça, c'est la PPE. Et puis ensuite, il y a la stratégie nationale bas carbone, qui, elle, est comment derrière, nous, en tant que citoyens, en tant qu'entreprise, comment on participe à l'effort commun de décarbonation de l'économie. Je ne vais pas tout vous citer en termes de réglementation, mais il y a ce qu'on appelle le décret tertiaire, où on doit, d'ici à 2050, enfin d'ici à 2040, diminuer de 60% sa consommation d'énergie par rapport à une période de référence. Donc en fait, il y a à l'amont comment on investit dans la production et ensuite comment nous, en tant qu'utilisateurs finaux, on participe à l'effort de diminution et d'électrification. Oui, voilà. Voilà, donc oui, il y a plein d'enjeux et tout ça c'est très coûteux et c'est des choix de société. C'est pas un choix qui est sur un rythme électoral de 4, 5, 6 ans, c'est des choix sur des décennies parce que ça a un voir loin, c'est vraiment sur du long terme. L'investissement industriel. C'est ce qui explique que parfois il faut payer sa facture d'électricité parce qu'il faut payer son électron, la production, il faut payer le transport. Et puis, on a un peu de problème avec ça, mais il faut aussi payer des taxes en France. Voilà, ça après, c'est pas forcément vous qui les mettez en place. Ça, on maîtrise absolument rien sur le sujet. Non, les taxes, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Elles sont là, mais c'est pas nous qui en bénéficions. Voilà. Tant qu'elles servent, si elles servent de manière décente, ça c'est l'essentiel. Oui, je suis tout à fait d'accord. Non, mais en tout cas, merci beaucoup pour cette intervention. Avec plaisir, Delvan. Merci. J'ai découvert le stream, donc moi en même temps, voilà, je vais pouvoir en parler à mes enfants. Que j'ai vu comment ça fonctionnait à peu près. Donc moi aussi j'aurais appris. Donc merci à vous. Après, on a, vous parlez enfants, tout ça. Hier, je vous dis, on a eu une intervention avec le pédiatre François-Marie Caron sur le thème des écrans, justement. On était avec plein d'autres streamers à parler de tout ça et on s'est dit que les écrans, faut pas dire attention, c'est ça en bête, voilà, pour pas. Il faut savoir juste l'utiliser, savoir expliquer le fonctionnement aux enfants notamment, les protéger face à ça évidemment, mais justement c'est ce qu'on disait. Avant de râler, avant de dire attention, mettre des grands panneaux attention, il faut savoir comment ça fonctionne et savoir éduquer les parents et les enfants face aux écrans. Voilà. Faut partager, faut de la pédagogie, puis il faut partager l'information pour discuter, échanger de manière cohérente. Et je pense qu'on peut faire le lien justement avec l'impact carbone et puis l'électricité, que il faut se renseigner, n'hésitez pas. Maintenant, vous avez Internet, vous avez plein de choses pour faire des recherches. Moi, le premier, parfois, il y a la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France qui avait fait des vidéos justement sur la méthanisation et notamment sur les clichés, sur tout ça, comment ça se met en place, avec des intervenants et puis des interviews de pros dans la méthanisation et savoir comment c'était mis en place. Et ça, c'est le côté prof qui parle, c'est que c'est des choses très pédagogiques et c'est accessible à tout le monde. Donc, c'est-à-dire que
bah, il suffit pas d'être élève ou d'être haut responsable ou être enseignant pour avoir l'information. N'hésitez pas à vous renseigner de vous-même au lieu de scroller vos réseaux n'importe comment là, et de regarder n'importe quoi. Allez sur YouTube ou sur d'autres sites de vidéos qui permettent d'avoir des documentaires ou des choses intéressantes. Voilà. En tout cas, effectivement, il y a pas mal d'éléments à prendre en compte. Et on parlait d'enfants à l'instant. Et c'est notre action aujourd'hui. Si on travaille, nous, et si moi, aujourd'hui, je me lève tous les matins là-dessus, c'est parce que c'est les enfants qui vont être comptables et nos petits-enfants qui vont être comptables de ce qu'on fera pas aujourd'hui. Donc, il faut vraiment qu'on se serre tous les coudes et qu'on avance. Et puis, si un jour, vous voulez que je vienne voir vos élèves à Bapaume, ça sera avec plaisir. Et Pour faire une petite intervention. On organisera ça. Vous me laisserez votre carte de visite, il n'y a pas de souci. Numérique. Numérique, pas de papier. Ouais, mais c'est vrai qu'on passe beaucoup plus sur le digital. Hein, moi, alors, c'est vrai que maintenant, depuis que je peux avoir accès au digital, j'essaie de tout mettre soit sur le cloud, sur le drive, enfin voilà. Bon après, parce que la méthode papier, j'y suis plus trop. Et puis parfois des papiers on les perd. Et puis qui dit papier dit on coupe. Alors il y a du papier recyclé. 20 ans, je suis un peu cliché, mais il y a de la transformation derrière pour avoir du papier. Voilà. Après le numérique, la conservation des données, ça consomme aussi de l'énergie. Hein. Oui, voilà. On en a parlé tout à l'heure des data centers. Donc voilà. chaque médaille a son revers. En fait, il n'y a jamais de solution parfaite. Faisons le meilleur choix, le moins mauvais, mais effectivement, ça serait bien. Puis gère de façon correcte. Bon. Alors même si l'IA c'est mal vu, si vous ne comprenez pas quelque chose, ça peut être utile pour mieux comprendre. Alors je suis d'accord avec toi Féroun, après l'IA, il faut savoir bien l'utiliser. Moi je sais que j'ai une formation sur l'IA en tant que prof. Bien sûr que c'est très utile, c'est un super outil. Et donc on a eu 2 jours de formation sur l'IA, donc des IA il y en a plein. Bon, ChatGPT c'est le plus grand. Alors attention parce que ChatGPT c'est un anglais, c'est-à-dire que même si vous lui parlez en français, il fait la traduction, il cherche, il vous refait la traduction en français, donc parfois c'est pas très juste au niveau des mots traduits. Et l'IA, il faut savoir l'utiliser et lui mettre le bon prompt ou la bonne phrase. Moi, je le vois avec mes élèves, ça se voit tout de suite quand c'est fait avec de l'IA. Et moi, j'utilise pas ChatGPT. Moi, pour mes recherches, justement, j'utilise une IA qui s'appelle Perplexity. J'appelle ça du Google V2. C'est-à-dire que, en fait, on lui pose une question pour une information et ça scanne les sites. Alors que Google, vous tapez votre question, mais vous devez aller chercher vous-même les sites. Là, ça scanne les sites. Et ça vous donne la réponse assez détaillée. Mais ça ne met pas tout en forme correctement, c'est assez clean. Et vous avez accès aux sources. C'est-à-dire que vous pouvez voir s'il va chercher sur le magazine Voici ou s'il va chercher sur le site officiel EDF, par exemple. Comme ça permet de voir les sources et de se dire « Ah oui, bon voilà, c'est une source vérifiée. L'information est plus probable que ChatGPT qui peut le trouver n'importe où, qui ne vérifie pas forcément les sources. » Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'IA, mais en tout cas, c'est un outil extrêmement puissant, extrêmement intéressant, mais c'est comme dans tout, dans ce qu'on regarde quand on ouvre le journal, une page internet, c'est ce qui va rester en tout cas à l'humain. Pour compléter, l'utiliser correctement, c'est notre sens critique. D'où l'intérêt d'échanger, de s'enrichir et de ne pas croire en premier instant tout ce qu'on voit apparaître dans nos yeux ou dans nos oreilles. Tout réseau d'information. Tout réseau confondu, rebouclé, recoupé. Et puis, ça ne remplacera pas un peu la créativité humaine, l'émotion et la créativité humaine. Donc, la combinaison de l'IA et de notre façon de fonctionner avec le sens critique me semble intéressante. Et voilà, on a parlé d'eau, l'IA, ça pourrait être un autre d'électricité. L'IA, ça serait un sujet intéressant et ça serait pas mal, effectivement. Je pense que c'est un sujet majeur aussi pour nous. Ça va être l'eau demain. L'eau sur lequel on a un enjeu majeur. On a parlé de l'or noir avec le pétrole. L'eau sera sans doute un des sujets majeurs des décennies à venir et ça sera intéressant que vous ayez un spécialiste là-dessus un jour. Ouais, avec tout ça. Puis bon, vu qu'on parle d'eau, il y a le réchauffement climatique aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses qui viennent en compte. Donc oui, c'est des ressources à savoir utiliser correctement, que ce soit des énergies aussi, notamment l'électricité, tout ça. On produit, il faut savoir produire justement, il faut savoir consommer justement. Tout ça, ça fera un équilibre. Donc si chaque chose a son équilibre, on pourra aller plus loin dans le temps, durer plus longtemps, penser à nos générations futures, à qui on va laisser un monde dans un certain état, mais nous on ne peut pas le savoir. Après, parce que ça peut se faire sur plusieurs générations aussi. Nous, il faut savoir qu'on est des petits humains insignifiants face à la grande nature, entre guillemets. Je le vois un peu comme ça parfois. Et donc, mais évitons de lui faire mal. Voilà, évitons de le faire mal. Exactement. Bon, merci en tout cas. Merci à vous d'être venu. Moi, ça m'a fait les coordonnées du jeu. Ouais. L'envoyer. Ouais, mais je vous l'enverrai par message. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je vous renvoie votre micro. Merci. Ouais, merci à vous d'être venu. Merci beaucoup pour tout ça. Merci le chat d'avoir partagé ce petit moment avec nous, d'avoir réagi aussi. Pour ceux qui étaient là, ça fait très plaisir. Vous voyez un petit peu un nouveau concept de la chaîne, c'est qu'on fait des interviews maintenant. Moi, qui au départ n'était pas forcément préparé à ça.
Merci beaucoup, merci Philippe, merci Féroun d'avoir interagi, ça fait plaisir. Je vous laisse 30 secondes, je vais raccompagner mon invité ici tout simplement, enfin correctement.